Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler de variation dimensionnelle du bois. Alors pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Eh bien tout simplement parce que comme vous le savez, je suis occupé à mettre sur pied une formation sur le travail du bois et ça me semble essentiel évidemment de connaître la matière que l'on va travailler. Alors évidemment, je ne partagerai pas tous les sujets et tous les chapitres que je vais aborder dans cette formation, mais par contre, les choses qui me semblent intéressantes à partager au plus grand nombre se retrouveront aussi sur la chaîne YouTube. Et pour moi, les variations dimensionnelles du bois en font partie. Alors, c'est quoi les variations dimensionnelles du bois? Eh bien, pour faire simple, le bois est un matériau hygroscopique. Ça veut dire qu'il va absorber ou restituer l'humidité qui est contenue dans l'air. Et donc, les variations dimensionnelles, c'est quoi? Eh bien, votre bois, quand il va absorber de l'humidité, il va gonfler et donc augmenter sa taille. Et lorsqu'il va restituer cette humidité par évaporation, par exemple, eh bien, la taille du bois va diminuer et donc se rétrécir. Alors, pourquoi est-ce que c'est important justement de connaître et de gérer ces fameuses variations dimensionnelles? Eh bien, imaginez, vous devez faire des volets extérieurs. Vous allez prendre l'ouverture de la baie qui va recevoir ce volet et puis vous avez décidé, arbitrairement, de laisser un espace de 5 mm entre votre dernière lame de volet et le bord de la baie. Vous dites, nickel, c'est joli, c'est propre. Et puis, premier hiver, il commence à pleuvoir pendant 3 semaines. Petit coup de fil du client. Ah, il y a mon volet qui ne ferme plus. Eh bien, pourquoi? Parce que tout simplement, la variation dimensionnelle était plus importante que l'espace que vous aviez laissé. Eh bien, cette variation dimensionnelle, on peut la calculer et c'est important de l'avoir à l'esprit et de la comprendre pour justement éviter ce genre de choses. Autre exemple, vous allez faire des portes de cuisine par exemple, ou bien des tiroirs, des façades de tiroirs, etc. Et vous allez faire un panneau à plate-bande ou mouluré ou n'importe quoi qui va venir s'insérer dans des montants et traverses rainurés. Eh bien, vous allez devoir déterminer justement la profondeur de vos rainures pour être certain qu'il y ait suffisamment d'espace pour votre bois travailler et dilater sans déformer votre porte, puisque une fois qu'il va dilater, s'il vient pousser sur la porte, il va la voiler, d'accord? Ou à contrario, s'il venait à rétrécir parce que le taux d'humidité initial du bois au moment de la pose était trop important, il va trop diminuer et vous allez avoir un jour qui va se créer entre la traverse et le panneau. Comme vous pouvez voir sur les photos, si vous avez ce genre de bricole, eh bien, le panneau peut se rétracter. Si vous avez pris des lames qui étaient trop humides au moment de fabriquer votre porte, eh bien, les lames vont tellement se rétracter que des jours vont se créer, comme vous pouvez voir sur les photos. C'est également pour cette raison qu'on ne colle jamais des panneaux à l'intérieur de cadres rainurés. Pourquoi? Parce que comme le bois doit travailler, s'il était collé dans le fond de la rainure, lorsqu'il va vouloir tirer, eh bien hop, ça va créer une fissure et ça va casser, comme vous pouvez voir également sur les photos. Alors dans certains cas, on peut avoir beaucoup de chance, ça peut ne jamais bouger, mais dans une grande majorité des cas, ça pose des problèmes. Alors de nouveau, si vous faites ça pour vous et que vous bricolez de temps en temps et que ça ne vous pose pas de problème d'avoir ces désagréments, il n'y a pas de souci. Mais imaginez, vous êtes à votre compte et vous faites ça pour un client, imaginez le déboire, c'est-à-dire d'aller rechercher votre élément, racheter de la matière première et refaire le projet parce que vous n'avez pas géré ces variations dimensionnelles. C'est super, super important. Vous posez du parquet. Lorsque vous allez poser du parquet, vous devez laisser un joint de dilatation en ceinture de celui-ci. Eh bien, pareil, ce joint de dilatation, il a été calculé sur l'hypothèse que vous allez poser un parquet sur une chape qui est sèche, donc il y a un certain taux d'humidité, que votre bois a un taux d'humidité compris entre 9 et 11%, et que l'humidité relative de la pièce se situe entre 35 et 60% de taux d'humidité. Si ces conditions-là ne sont pas réunies et que donc vous avez des variations plus importantes dans un sens comme dans l'autre, eh bien vous auriez des bricoles. Si vous descendez trop bas en taux d'humidité, imaginez vous allez mettre votre parquet chez un client qui a un poêle à bois. Eh bien, il va tellement chauffer que le taux d'humidité ambiant pourrait redescendre en dessous de 30%. Eh bien, dans ce cas-là, le bois va se rétracter tellement que vous risqueriez d'avoir un tuilage des planches. Et donc, tout ça,
c'est important de comprendre et aussi d'informer les gens qui voudraient mettre du parquet. Donc quand moi je vais poser du parquet chez les gens, je conseille toujours d'acheter un thermomètre hygromètre et de dire aux clients que les pièces doivent être toujours à minimum 18 degrés et maximum 25 degrés. Et que l'humidité relative dans l'air doit se situer entre 35 et 60%. C'est important d'informer vos clients là-dessus pour justement éviter les déboires. Après, si vous êtes à 65%, c'est pas dramatique. Mais si par exemple vous commencez à monter à 80%, etc., ça permet aussi d'expliquer aux clients pourquoi il y a des problèmes. On va poser un parquet quand, par exemple, le bâtiment est totalement fini, que les plafonnages sont séchés. On ne va jamais poser un parquet dans une habitation si on sait que derrière, le plafonneur doit venir. Pourquoi? Tout simplement parce que le plafonneur va ramener une humidité relative dans l'air beaucoup trop importante et risquerait de faire gonfler le parquet d'une manière anormale et amener ce genre de problème, comme vous pouvez voir dans les images, où en fait le joint de dilatation n'était plus suffisamment, il pousse sur les murs et il soulève le parquet au milieu de la pièce. Voilà donc pourquoi on doit gérer et comprendre la dilatation, ou plutôt les variations dimensionnelles du bois. Alors vous allez me dire, c'est bien beau, tu nous expliques un petit peu tout ce que ça peut poser comme problème, mais c'est quoi la solution? Alors vous avez deux possibilités, soit vous savez calculer les variations dimensionnelles du bois en connaissant le taux de saturation des bois et les taux de rétractabilité dans le sens radial et tangentiel et vous faites vos propres calculs, ou alors vous avez une deuxième possibilité, je me suis amusé à créer un tableur Excel qui vous permet justement de déterminer ces variations dimensionnelles aussi bien dans le sens radial que tangentiel. Je vous propose de vous montrer comment il fonctionne tout de suite sur l'ordinateur. Nous voilà donc ici face au tableur qui va nous permettre de déterminer les variations dimensionnelles de nos bois, donc dans le sens radial, comme on voit ici au-dessus à gauche, ou dans le sens tangentiel. Alors, qu'est-ce qu'on va voir ou qu'est-ce qu'on va retrouver sur ce tableur? Eh bien, tout simplement, ici sur la gauche, on a toutes les essences que j'ai répertoriées. Je pourrais en rajouter éventuellement, ça me semble être les essences les plus couramment utilisées. Et le rajout de ces essences pourra se faire à la demande dans la communauté dans un premier temps et dans la formation dans un second temps. Ensuite, on va retrouver ici les cases à remplir, c'est-à-dire les dimensions de votre pièce de bois en millimètres. Donc, toutes les cases rouges sont uniquement à remplir. Quand je dis toutes les cases rouges, évidemment, correspondantes à l'essence souhaitée, vous n'allez pas devoir remplir à chaque fois toutes les cases. Et ici, au-dessus à droite, vous allez devoir remplir les taux d'humidité qui vont permettre justement de déterminer ces fameuses variations dimensionnelles. Alors, le premier taux d'humidité qu'on va remplir, c'est le taux initial du bois. Alors, c'est quoi le taux initial du bois? Bien, c'est tout simplement le taux d'humidité que vous allez relever avec votre testeur dans l'atelier au moment de la réalisation de votre projet. Donc, on va considérer qu'on fait un projet pour l'intérieur et que votre bois est à 9% de taux d'humidité, mais il suffit de cliquer sur la cellule et écrire ou mentionner le taux d'humidité que vous avez mis. Donc 8%, 7%, vous pouvez mettre 6,2 par exemple. Voilà, vous notez le taux d'humidité que vous avez relevé. Donc on va rester ici sur 9%, juste pour l'exemple, on va dire. Et puis ensuite, vous allez devoir déterminer le taux d'humidité bas et haut que le bois pourrait atteindre. Alors, comment est-ce que vous allez déterminer ça? Rassurez-vous pour les personnes qui ne comprendraient pas la BAC ici en bas à droite que je vais expliquer de suite, il y a les fourchettes pour les bois qui vont être à l'intérieur et pour les bois qui vont être à l'extérieur. Donc la fourchette pour les bois qui vont se situer à l'intérieur, c'est 6 pour la partie basse et 11 pour la partie haute. Et pour l'extérieur, eh bien, on va être sur la partie basse à 10 et la partie haute à 22. Alors ça, c'est vraiment les fourchettes larges et maximum que vous allez devoir introduire. Et comme ça, vous avez les variations minimum et maximum, peu importe le cas. Ok ? Ensuite, on va essayer de comprendre justement ici les courbes d'équilibre hygroscopique du bois. Alors, c'est quoi les courbes d'équilibre hygroscopique du bois? Eh bien, tout simplement, votre bois, à un moment donné, il va atteindre un équilibre en termes de taux d'humidité interne par rapport à une température donnée, que l'on peut voir ici en bas, et un taux d'humidité relative dans l'air qui est donné ici en haut. Alors, comme vous le savez, on n'aura jamais une température identique pendant
3 jours et une humidité relative identique pendant 3 jours. Pourquoi? Parce que dans la journée, il y a des variations de température et d'humidité relative dans l'air. C'est pourquoi on va créer des fourchettes, donc avec une humidité basse et une humidité haute. D'accord? Alors, comment est-ce qu'on doit lire cet ABAC? Eh bien, tout simplement, ici en bas, comme je le disais, on a les températures auxquelles le bois pourrait être soumis, et ici en haut, les humidités relatives auxquelles on pourra être soumis. Alors, à l'intérieur de votre habitation, c'est vous, quelque part, qui allez devoir déterminer la fourchette. Donc ici, par exemple, si vous regardez sur le tableur, on est parti de 15 degrés à 30 degrés. Par exemple, en hiver, 15 degrés dans certaines périodes de la journée, mais dans d'autres périodes de la journée, si vous utilisez un chauffage à bois, par exemple, vous pourriez atteindre 30 degrés. Ou en été, par exemple, si vous n'avez pas d'air conditionné. D'accord? Et puis, on va estimer de nouveau un taux d'humidité relative dans l'air. Comme je le disais, par exemple, à l'intérieur, on va se situer entre 35 et 60% idéalement pour les personnes qui ont du parquet. Ça, c'est vraiment l'idéal. Et à partir de là, sur la partie droite ici, les chiffres qui sont en rouge et au-dessus, eh bien ça, c'est le taux d'humidité d'équilibre du bois quand il va arriver à une température et un taux d'humidité relatif dans l'air. L'exemple ici, vous regardez en bas, on a une ligne pointillée vers le haut et une ligne pointillée vers la gauche. Eh bien, ça correspond à quoi? On est à 18 degrés ici en partie basse. On va élever une ligne jusqu'au taux d'humidité relatif que l'on a dans la pièce, par exemple 55% ici à gauche. Et à la jonction de ces deux points, eh bien, on va tirer donc une ligne vers la droite qui va nous donner le taux d'humidité d'équilibre dans cette température et ce taux d'humidité relatif dans l'air qui est donc ici de 10%. Donc votre bois avec votre testeur d'humidité, eh bien si vous avez 18 degrés dans votre pièce et 55% de taux d'humidité dans votre pièce pendant 3 semaines par exemple, eh bien si vous relevez le taux d'humidité dans votre bois, il va se situer vraiment aux alentours des 10%. J'ai fait l'essai dans l'atelier avec une température de 30 degrés et 42% de taux d'humidité. Donc si je fais 30 degrés et 42% de taux d'humidité, j'arrive environ ici. Et lorsque je remonte, je devrais être à environ 7,2. Bien, vous allez voir sur mon testeur et dans les images que je vous partage qu'on est vraiment dans cette zone, puisque ça va faire maintenant quelques jours que ce taux d'humidité, cette température est dans l'atelier, donc ça reste relativement stable. Donc une fois qu'on a compris un petit peu ce tableur, eh bien on va déterminer nos fourchettes individuellement. Ça, j'y reviendrai un petit peu plus en détail dans la communauté pour les personnes qui le souhaitent, mais ça me semble assez simple. Donc à vous de déterminer vos fourchettes, mais comme je le dis, ici vous avez la fourchette pour les bois qui se situeraient à l'intérieur en rose et la fourchette pour les bois qui se situeraient à l'extérieur ici en vert. Ok ? Et puis après, eh bien, on va tout simplement remplir le tableur en fonction de l'essence que l'on a et les mesures de notre bois. Donc si vous aviez corroyé votre bois fait 140 mm de large et 40 mm d'épaisseur. En fonction de la dimension radiale ou tangentielle, eh bien vous allez remplir. Donc admettons, on a un montant de porte en quartier qui fait 140 mm sur 40 mm d'épaisseur, eh bien on va taper ici 140 et 40 mm d'épaisseur. On avait un taux d'humidité du bois au moment où on va travailler le bois de 9%, et l'humidité, donc comme c'est pour le travail intérieur, eh bien notre bois pourrait atteindre 6% d'humidité en partie basse et 11% d'humidité en partie haute. Ce qui nous donne en fait les variations ici en bas à gauche qui correspond à la valeur maximum et minimum dans le sens radial et la même chose dans le sens tangentiel. On va changer les deux valeurs pour que vous vous rendiez compte qu'il y a des grosses variations. Alors la virgule, évidemment, ce sont les dixièmes de millimètre. D'accord? Donc je vais faire 140 en valeur tangentielle et 40 en valeur radiale. Et vous voyez qu'il y a quand même des sacrées différences lorsqu'on va travailler dans le sens tangentiel ou radial. C'est ce qui justement va nous permettre de déterminer les variations de notre panneau de porte par exemple. Si on venait faire un panneau de porte collé, eh bien on va des fois avoir des pièces qui sont tangentielles et des pièces qui sont dans le sens radial collées entre elles. Ça va nous permettre justement d'éviter peut-être dans certains cas de travailler avec trop de pièces tangentielles.
Ce que vous devez retenir finalement, c'est que le bois va toujours s'étirer plus dans le sens des fibres. Donc il va toujours s'étirer plus dans ce sens-ci, dans ce cas-là, et dans ce sens-ci, dans l'autre cas. Voilà pour la présentation du tableur, rien de fou. Maintenant, eh bien, on va se retrouver à l'atelier pour comprendre et s'assurer que vous allez disposer correctement vos cotes dans le tableur. Alors maintenant, on va rentrer plutôt dans le côté pratique pour que justement, il n'y ait pas d'incompréhension concernant les mesures à rentrer dans le tableau. Alors, quelle est la mesure radiale réellement à introduire dans le tableau? Eh bien, il suffit finalement de regarder la tranche de votre pièce de bois par rapport au dessin qui est sur l'ordinateur. Donc ici, par exemple, on est sur la dimension radiale. Si vous regardez sur l'ordinateur, la face supérieure de la pièce et la face inférieure de la pièce, eh bien, les cernes annuelles sont perpendiculaires à la face supérieure et inférieure. Donc la mesure que nous allons noter, eh bien, c'est celle-ci, donc 70 mm au niveau justement de la section radiale. Et puis on va partir sur la section tangentielle de cette même pièce évidemment, puisqu'il y a les deux cotes à noter, et là on est sur 30 mm. Alors vous allez me dire, oui, et moi je ne veux pas la disposer comme ça sur mon ouvrage, je veux la mettre comme ceci. Eh bien en fait c'est pareil, si vous regardez un petit peu de nouveau sur le croquis, qu'est-ce que vous voyez? La partie tangentielle, eh bien, la face supérieure et inférieure de votre bois, eh bien, les cernes annuelles sont parallèles par rapport à la face supérieure et inférieure. Donc, sur l'ordinateur, eh bien, vous allez de toute façon introduire cette cote-ci dans la valeur tangentielle. D'accord? Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la dimension radiale, c'est lorsque votre planche est disposée comme vous souhaitez la mettre sur votre établi ou dans votre ouvrage, eh bien, c'est la disposition des cernes annuelles par rapport à la face supérieure et inférieure. Les cernes annuelles sont perpendiculaires à la face supérieure et inférieure, eh bien, vous avez la section radiale. Si la face supérieure et inférieure, les cernes annuelles sont parallèles, eh bien, vous avez la section tangentielle. C'est pas plus compliqué que ça. Admettons que nous avons donc maintenant cette pièce-ci, eh bien c'est la même chose. Donc on a la face supérieure et inférieure, les cernes annuelles sont parallèles à la face supérieure et inférieure, et donc notre section tangentielle, elle est ici. Si je la mets comme ceci, eh bien ma section tangentielle, c'est toujours la même. C'est-à-dire que ma face supérieure et inférieure avec les cernes annuelles qui sont perpendiculaires, ma face radiale se situe comme ceci. Donc, tangentielle, radiale, supérieure, inférieure, perpendiculaire à la face supérieure et inférieure, radiale. Supérieure, inférieure, fibre, cerne annuelle parallèle à la face supérieure et inférieure, section tangentielle. Ok? Maintenant, petit exercice, admettons, nous allons devoir coller ces différentes pièces de bois entre elles. Et comment est-ce qu'on va pouvoir justement déterminer la variation globale de l'ouvrage? Ici, j'ai ces trois pièces-là, mais ça pourrait être des plus grandes pièces, etc. Eh bien, on va déterminer de nouveau le sens radial tangentiel et on va additionner les valeurs que l'on va retrouver sur le tableau. Donc on va prendre 70 mm, on va prendre 60 mm et 40 mm en déterminant la section radiale, tangentielle, tangentielle, et on va les additionner pour connaître la dimension totale, ou plutôt la variation dimensionnelle totale, aussi bien dans son gonflement que dans sa rétractation. Maintenant, on peut aller un peu plus loin avec ce type de planche, parce qu'évidemment, on ne sera pas toujours dans une section tangentielle comme ceci, où on a vraiment les fibres parallèles à la face supérieure et inférieure. On pourrait se retrouver dans une situation comme ceci, où en fait on a une section radiale sur la partie gauche de la planche et une section plutôt tangentielle sur la partie droite ici de la planche, droite ou gauche en fonction de comment on la regarde, d'accord? Eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire la proportion, c'est-à-dire qu'on va mesurer cette planche-ci pour connaître sa variation complète. Eh bien, on va prendre la mesure ici de la valeur radiale, donc 35 mm, et prendre le reste de la mesure et l'introduire dans une section tangentielle, et on aura, en additionnant les deux mesures, la variation complète du bois, en plus de connaître la
déformation que le bois pourra subir au niveau de la rétractation, mais ça fait l'objet d'un autre chapitre. Nous arrivons donc à la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. Comme je le disais, aucune obligation d'adhérer à la communauté ou à la formation pour accéder au tableur Excel que j'ai mis en place. Il est disponible sur mon site internet. Si celui-ci vous intéresse, eh bien n'hésitez pas à aller jeter un œil. D'ici là, moi je vous souhaite à tous une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et puis je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!